Un trajet sur l'autoroute n'est pas forcément linéaire d'un point A à un point B. Dans Chemin de traverse, je vous propose d'emprunter une sortie et de partir à la découverte d'une maison d'artistes ou sur les traces de grands écrivains, chanteurs ou peintres. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène en Touraine, Chemin de traverse épisode 8, au château de Saché, le refuge d'Honoré de Balzac. Quand on évoque la vallée de l'Indre, on pense immédiatement au château d'Azel-Rideau, édifié sous le patronage de François Ier. Mais connaissez-vous, non loin de là, le château de Saché? Plus modeste, mais non moins charmant, ce petit manoir Renaissance, il a accueilli pendant plusieurs années Honoré de Balzac, natif de Tours. L'auteur y a écrit quelques-uns de ses plus grands succès, comme Le Père Goriot ou César Birotteau, mais Saché est surtout connu car Balzac y situe l'action de son roman, Le Lys dans la vallée. On accède au château par l'autoroute A85 depuis Tours, sortie numéro 9, Chinon. J'ai rendez-vous avec Isabelle Lamy, la directrice du château. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci de m'accueillir au château de Saché. Où sommes-nous exactement ? C'est le château de Balzac, on peut l'appeler comme ça ? Oui, le château de Saché, c'est un petit manoir, un logis du XVe siècle, qui est vraiment situé au cœur de la vallée de l'Indre. On est à peu près à 25 km au sud-ouest de Tours. Et Balzac avait l'habitude de venir ici pour se ressourcer. Il était accueilli par des amis de ses parents, Jean et Anne Margonne, qui lui réservaient une petite chambre au deuxième étage de ce château pour qu'il puisse se reposer et puis surtout écrire. La vallée de l'Indre, c'est le décor d'un roman très connu de Balzac, Le Lys dans la vallée. Oui, la vallée de l'Indre, c'est vraiment un endroit qui a énormément marqué l'imaginaire de Balzac, puisqu'à l'occasion de ses différents séjours à Saché, il a imprimé dans son esprit toute cette végétation, toute cette fécondité de la nature des environs, pour la retranscrire dans son roman Le Lys dans la vallée, qui est un des chefs-d'œuvre de Balzac, où on retrouve la vallée de l'Indre et même les châteaux des environs qui sont devenus des lieux fictifs du roman. On est au pied du grand escalier, c'est l'escalier qu'il empruntait pour se rendre au château. Oui, on est vraiment à l'entrée principale du château à cette époque, c'est l'entrée 17e, avec ce grand escalier monumental qui nous emmène directement aux pièces de réception situées au premier étage du musée. Alors on y va, je vous suis ? On y va. C'est parti. Nous pénétrons d'abord dans le vestibule où trône un buste de l'écrivain réalisé par le sculpteur tourangeau Paul Fournier. Un portrait de Napoléon semble nous observer également. Balzac lui vouait une admiration sans borne. La pièce s'ouvre sur le grand salon qui nous donne quelques indices sur le niveau de vie des propriétaires. Les Margonne font partie des propriétaires les plus fortunés du département à cette époque. Donc on est dans les années 1820-1830 et c'est la période des séjours de Balzac à Saché qui est venu à Saché de 1825 à 1848 en réalisant une dizaine de séjours. Donc là, dans ce grand salon, on a un papier peint authentique d'origine qui a été posé à l'initiative des Margonne au début du 19e siècle et qui est un papier peint justement qui vise à démontrer la grande fortune de ces propriétaires terriens. Et on a la pièce qui vraiment est aménagée
à la manière dont pouvaient être aménagés les salons des demeures bourgeoises de cette époque, avec des meubles qui évoquent vraiment les différentes activités que l'on pouvait avoir dans ce type de lieu. Alors que ce soit la conversation au coin du feu, avec les quelques fauteuils qui sont disposés devant la grande cheminée, une table avec quelques chaises où sont disposées des tasses à thé, et puis surtout des tables de jeu. Le jeu est vraiment très important justement dans la sociabilité. Et Balzac ne manquait pas d'être un bon joueur de whist ou de trick-track. Alors le whist, c'est un jeu de cartes qui venait d'Angleterre, qui était à la mode à Paris dans les années 1820-1830. C'est l'ancêtre du bridge un peu, hein, c'est ça ? C'est un peu ça, oui, tout à fait. Les règles sont un peu différentes, mais effectivement, ça s'y apparente. Lundi 5 juin. Hier, nous avons eu les voisins à déjeuner et à dîner. Les voisins sont de jeunes mariés qui remplacent un ménage que je connaissais depuis 18 ans. On a joué au whist et à minuit, je me suis couché. Ces voisins-là ressemblent beaucoup à vos possesseurs, excepté qu'ils ont des femmes provinciales, piaillardes, car elles ont toutes les deux des voix de tête extrêmement nasales. Ce mélange d'air dégagé, de finesse paysanne et de maigreur dans les toilettes et les manières échapperait au pinceau le plus spirituellement minutieux. Pour moi, c'est des bêtes, avec lesquelles je me sens bête. Mes défauts reparaissent et mes qualités s'en vont dans cette société-là. Je deviens rêveur et absorbé, me demandant si je ne me brûlerais pas la cervelle dans le cas où je serais condamné à vivre avec ces gens-là. Monsieur de Margonne a eu le chagrin de voir tous ses voisins envieux, bêtes et insociables depuis 36 ans. Et puis le trick-track, alors là c'est un jeu qui n'a rien à voir, c'est un jeu de dés et un jeu de dames en fait. Ça s'apparente là plus au backgammon et avec une table de jeu vraiment très spécifique. Et justement, les parties de trick-track, on les retrouve dans le roman. Exactement. Dans le roman Le Lys dans la vallée, le jeune Félix s'adonne à de nombreuses parties de trick-track contre le comte de Morsauf, donc le mari d'Henriette de Morsauf. Et la table de trick-track devient en quelque sorte un enjeu de la rivalité entre les deux hommes pour l'amour d'Henriette, puisque Félix est tombé amoureux d'Henriette de Morsauf et qu'Henriette essaye de résister. Et c'est un amour platonique finalement qui se développe tout au long du roman. Dans la pièce d'à côté, je remarque sur les murs de la salle à manger une scène de banquet inspirée de la mythologie grecque. Un papier peint qui a probablement inspiré à Balzac celui de la pension Vauquer dans son roman Le Père Goriot, écrit au château de Saché en 1834. Nous montons d'un étage pour nous retrouver cette fois dans la chambre d'Honoré de Balzac. C'est très émouvant de se retrouver dans cette pièce. On est dans la chambre de Balzac. C'est son lit, c'est son bureau, ses meubles. Alors, c'est en partie le mobilier que Balzac a connu, avec ce lit à la polonaise qui date du XVIIIe siècle, la bergère qui a été adaptée à sa fonction de fauteuil de bureau puisqu'elle a été recouverte de cuir. Et puis, il y a des petits trous sous les pieds qui permettaient de rehausser le fauteuil à la hauteur du bureau avec des roulettes qui ont disparu aujourd'hui. Quel genre de vie il mène ici ? Alors, c'est vraiment une vie de moine. Balzac le dit lui-même. Il est attaché comme un moine dans un monastère. Et c'est vrai qu'on a complètement l'atmosphère de la vie monacale dans cette petite pièce très basse de plafond. Là, il s'agit vraiment de goûter à l'ascèse pour se concentrer au maximum sur son travail. Alors, il y a cette vue assez féerique sur un vallon tranquille et solitaire. Là, je reprends vraiment les termes que Balzac employait pour décrire la vue qu'il avait depuis sa chambre. Et cette vue, elle a d'autant plus de magie qu'elle se retrouve dans le roman Le Lys dans la vallée, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. À la fin du roman, le jeune Félix de Vandenesse est recueilli par les châtelains du château de Saché, qu'il installe dans une petite chambre dont les fenêtres donnent sur un vallon tranquille et solitaire, bordé par des chênes 2-3 fois centenaires,
ou par les jours de grande pluie coulant torrent. Et c'est en fait la chambre de Balzac qui devient un lieu fictif dans le roman Le Lys dans la vallée. On connaît un peu ses habitudes d'écriture, ses horaires par exemple. Alors Balzac était quelqu'un qui travaillait beaucoup la nuit. Il devait se coucher assez tôt le soir et il se levait à 2h, 3h du matin pour travailler comme ça d'affilée, parfois toute la journée jusqu'à 5h le soir. Et puis surtout, il buvait énormément de café. Balzac a fini par faire venir son propre café de Paris, estimant que celui qu'on lui servait à Saché était détestable, c'est l'expression qu'il emploie. Effectivement, Balzac soignait particulièrement le type de café qu'il consommait. Donc il avait ses épiciers à Paris, chez qui il s'approvisionnait en grains de Moka, Bourbon, Martinique, dont il pouvait faire un mélange ou pas. Mais en tout cas, il faisait extrêmement attention à l'origine de son café et également à la manière dont il devait le préparer. On a un certain nombre d'informations qui sont données dans un court texte de Balzac qui s'appelle le Traité des excitants modernes, dans lequel il consacre tout un chapitre sur le café et surtout sur la manière dont on doit préparer le café justement pour obtenir les effets les plus intenses sur la concentration. La comédie humaine, c'est le titre générique que Balzac a donné à ses œuvres complètes. Et le projet balzacien, c'était vraiment de décrire la société de son temps de la manière la plus exhaustive possible. Alors, il a regroupé l'ensemble de ses romans sous ce titre. Et ce sont des volumes qu'il a fait paraître de 1842 à 1848, 17 volumes, qui sont en fait des rééditions des romans parus dans les années 1830 avec l'écriture de nouveaux romans également. À travers sa démarche, il suit un peu le travail, je crois, des naturalistes qui ont fait des études sur les animaux. Oui, alors Balzac se compare vraiment aux scientifiques de son temps ou de la fin du XVIIIe siècle. Il parle de Buffon notamment. Et il dit qu'à la manière des physiologistes, eh bien, il va faire ce travail de description de la société de son temps en faisant attention au caractère, au type des personnages et en mettant néanmoins en évidence que le travail sera beaucoup plus complexe pour lui que pour les scientifiques qui s'intéressent aux animaux. Par exemple, autant pour la femelle du lion, on va décrire en quelques lignes les différences. Il explique que pour les femmes, eh bien, on va avoir là des natures totalement différentes des hommes et qu'il va falloir eh bien, y accorder autant d'importance qu'aux hommes. C'est le côté féministe de Balzac. Féministe, Balzac ? Alors, par certains aspects et puis par d'autres. C'est un homme de son temps, quoi. Complètement, ouais. Voilà. 2500 personnages, c'est une œuvre colossale. On est sur une sorte d'analyse de cette bourgeoisie, c'est ça qui émerge de la
la Révolution. Ça dit quoi en fait de cette génération en fait ? Balzac effectivement s'intéresse essentiellement à la bourgeoisie. Vous avez raison de le souligner. Le petit peuple est très peu évoqué dans l'œuvre de Balzac et c'est certainement l'un des grands manques, même si on a quelques romans comme Le médecin de campagne, Les paysans qui évoquent tout ce milieu-là, mais par exemple le monde ouvrier est quasiment absent de l'œuvre Balzac alors que ce monde ouvrier est en train d'émerger. Et ce qui va vraiment intéresser Balzac dans la description de cette société très particulière, c'est la manière dont l'argent va tout régir, dont la révolution va totalement bouleverser les classements précédents, les hiérarchies préétablies au XVIIIe siècle, pour proposer une nouvelle donne, en quelque sorte, où chacun peut devenir quelqu'un en faisant fortune, tout simplement, et pas forcément parce qu'il est bien né. Et c'est cela qui va être un peu le moteur de la description de la société de Balzac, de montrer que c'est une société totalement instable, qui a perdu en quelque sorte ses repères. Et c'est là où Balzac n'est pas totalement progressiste, dans le sens où il est plutôt favorable à un retour à l'ancien régime, où les choses étaient quand même un peu plus stables et où on savait où on allait. Je poursuis mon exploration du château de Saché et pénètre dans l'imprimerie. Cette salle n'existait pas du temps de Balzac. Elle fait aujourd'hui partie intégrante de la visite. À la fois pour rendre hommage au passé d'imprimeur du romancier, mais aussi pour aborder les relations, disons, tumultueuses qu'il entretenait avec les siens. Balzac était un éternel correcteur de ses épreuves, c'est vraiment quelque chose de très connu et c'est absolument pas une légende. Balzac écrivait toujours assez rapidement son manuscrit, en un mois et demi c'était réalisé, mais ensuite il envoyait ce manuscrit à ses imprimeurs pour une mise au net, une mise au propre, et les imprimeurs lui renvoyaient donc des placards imprimés, à partir desquels Balzac allait enrichir, modifier son texte. Une fois, 2 fois, 3 fois. On pouvait comme ça avoir 5-6 jeux d'épreuves corrigés pour un même passage. Donc vous pouvez imaginer le cauchemar. Il a dû les rendre fous, ouais. Complètement. C'était l'horreur parce que à cette époque, on travaille avec des caractères mobiles en plomb. Donc dès lors où on change une lettre, il faut refaire entièrement la composition. Lettre à Edmond Verdet. Saché, 13 octobre 1834. Mon cher monsieur Verdet, vous ne lisez pas attentivement mes lettres. J'ai demandé le 5e volume, ou ce qui entrait dans le 5e volume, le réquisitionnaire et le Verdugo, l'élixir, en pages, en châssis, en épreuves corrigées soignées sur papier blanc. Et je reçois d'épouvantables placards, uniques, illisible parce que l'épreuve est mal faite, et si mal faite qu'il y a 2 lignes du bas qui manquent. Je vous la garde. Et ne m'envoyez pas d'épreuves sans les avoir vérifiées vous-même. C'est quoi toutes ces machines ? Alors là, on a plusieurs presses. On a une presse lithographique et une presse typographique. Alors la presse typographique que vous voyez là, c'est vraiment le type de presse sur lequel Balzac faisait imprimer ses textes. Et c'est également le type de presse que Balzac a eu dans son atelier lorsqu'il a été imprimeur. Donc ça a duré 2 ans, très peu de temps, 1826-1828. Il a fait faillite au bout de 2 ans. Et il avait 7 presses de type Stanop dans son atelier d'imprimerie. Il y avait 36 ouvriers qui travaillaient pour lui. Et dans un roman clé de la comédie humaine, Illusion perdue, il va justement se servir de son expérience pour imaginer le fonctionnement d'une imprimerie à Angoulême. Et ça, c'est donc toute la première partie du roman qui a justement été écrite à Saché. On organise des démonstrations de cette presse typographique. On peut aussi organiser des ateliers imprimerie. Et le principe est le suivant. Il faut d'abord ancrer donc un rouleau
Donc on va bien chauffer l'encre en roulant comme ça le rouleau dans l'encre. Une fois que l'encre est bien appliquée sur le rouleau, on va pouvoir ancrer la composition qui a été disposée sur la platine. Donc il faut bien ancrer tous les caractères, le bois gravé, également s'il y a une illustration qui est intégrée à la composition. Et ensuite, on va poser une feuille à l'endroit où doit se faire l'impression. On va passer donc de l'autre côté de la presse pour refermer la frisquette sur le marbre. On utilise la manivelle pour passer le marbre sous la platine. Et cette platine, donc, qui est la partie qui va venir se presser contre le marbre en tirant sur le barreau, tel que je viens de le faire. Donc ensuite, on retire à nouveau la manivelle et on va pouvoir donc dévoiler l'impression qui a été réalisée. Pour finir, j'ai envie d'approcher d'un peu plus près ce vallon tranquille et solitaire décrit par Balzac dans Le Lys dans la vallée. Isabelle Lamy m'emmène dans le parc du château. Avant de mourir, jeune, le 18 août 1850 à l'âge de 51 ans, l'auteur fait ici de grandes promenades. La nature et les arbres, disait-il, le régénéraient. Le château est aussi beau de l'intérieur que de son extérieur. Il y a un parc absolument magnifique et en plus une vue sur la fameuse vallée de l'Indre qui a tant inspiré Balzac. Oui, alors c'est vrai qu'on a un petit parc mais qui offre vraiment une grande diversité de paysages. Côté nord, on a donc la vue sur la vallée de l'Indre et côté sud, on a ce vallon tranquille et solitaire qui se déploie et c'est justement là où nous avons décidé de nous asseoir pour regarder justement la perspective sur ce vallon qui est bordé par des chênes 2-3 fois centenaires avec des bois qui ont beaucoup inspiré Balzac, d'une part pour son œuvre mais également dans son quotidien. La correspondance de Balzac, elle est vraiment baignée par cet amour des lieux. Balzac appréciait énormément la nature des environs de Saché. Et dans les années 1840, lorsque la santé n'est pas forcément au rendez-vous, il apprécie considérablement de pouvoir faire des promenades dans le parc de Saché et dans les bois aux alentours. Mercredi 7 juin. Je me suis levé ce matin depuis 5 heures. Et je n'ai fait que penser à vous. Voici 9 heures, il faut faire sa toilette, et une demi-heure de promenade, en espérant trouver le premier acte des petits bourgeois au coin d'une allée. J'éprouve un tel bien-être physique ici, que tous les ressorts du cerveau et de l'intelligence, si prodigieusement tendus à Paris, se sont relâchés. Samedi 10 juin. Ce matin, j'ai accompagné M. Margonne qui allait à Tours, jusqu'à l'endroit d'où l'on aperçoit la vallée décrite dans le Lys. Et je suis revenu à pied, par l'autre côté de l'Indre, en sorte que je suis fatigué. Balzac loue en particulier les magnifiques bois très bien entretenus par les Margonnes. On a vraiment le sentiment que ces arbres permettent de régénérer Balzac. Et là encore, on devine un Balzac assez visionnaire qui comprend que la nature est vraiment là pour vivre en harmonie avec les êtres humains et qu'elle apporte énormément à leur vitalité de tous les jours. Donc on n'en est pas encore à la sylvothérapie, mais tout de même, on a un peu cette idée en germe lorsqu'on lit justement ces phrases de Balzac qui se régénéraient au contact de ces arbres et de ces balades en forêt. Il est venu ici jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, puisque son dernier séjour date de 1848 et ce séjour est vraiment ponctué par de nombreuses promenades pour essayer de retrouver force et santé. Et Balzac meurt 2 ans plus tard à Paris.
Mais en tout cas, c'était une très jolie balade. Merci beaucoup Isabelle Lamy. Merci à vous. Je remercie Isabelle Lamy de m'avoir ouvert les portes du château de Saché. Merci également à Jean-Noël Delétang pour les extraits lus de la correspondance et des œuvres de Balzac. Si Balzac vous passionne, je vous invite à découvrir le podcast consacré à sa maison à Paris, toujours dans la collection Chemin de Traverse. Et je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres épisodes.